Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir, la journée mondiale de la sage-femme, célébrée le 5 mai de chaque année. Toujours une occasion de s'interroger sur les véritables contours et enjeux de ce métier. Les sages-femmes rencontrées dans certains centres hospitaliers de Kinshasa ont relevé certaines difficultés dans l'exercice de leur métier. Pourtant, une profession pas toujours exercée dans la facilité, car il s'est toujours agi d'accompagner la femme enceinte avant, pendant et après l'accouchement. Les détails dans cet élément de Bernice Balinga sur les images de Chomi Kasserma. Elle est célébrée le 5 mai de chaque année, la journée mondiale de la sage-femme. Le terme sage-femme désigne la personne sachant sur l'état de la femme. Ces dernières sont nombreuses à travailler dans des hôpitaux ou en libéral, ce en aide aux femmes qui veulent donner naissance à leur nouveau-né. À Kinshasa, les professionnels de la périnatalité dites sage-femme ont salué cette journée et ont révélé l'immense travail qui représente ce métier, y compris les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans l'exercice de leur profession. Aujourd'hui, c'est notre journée mondiale de la sages-femmes. Vraiment, nous sommes dans la joie pour célébrer notre journée d'aujourd'hui. Malgré on a fait la garde, c'est la fête, hein? C'est la fête pendant la réunion. Et nous informons notre président de ce côté. Si on a des difficultés dans les services, souvent on appelle. Ici à Libye, on a 40-50 accouchements par mois. Au président de nous aider parce qu'on n'a pas vraiment les matériels. On n'a pas les matériels, on n'a pas assez de médicaments. Avec les mamans, on a des problèmes. Même les mamans qui ont suivi la CPN, quand ils viennent accoucher, on a toujours des difficultés. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas des avis même pour le bébé. Nous, les femmes, vraiment, on a des problèmes sérieux avec les mamans qui viennent accoucher. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ont encore pour quelques semaines ce qui est de fêter l'état de siège qui a été prolongé pour la 23e fois à l'Assemblée nationale. La ministre de la Justice a donné l'économie des motivations sur cet élément de Jean-Pierre Djodji. La ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, devant les députés nationaux, aura été fondamentalement dans les garanties sur la 23e progression de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans le cadre de l'évaluation des mesures d'application de l'état de siège dans les deux provinces, le monitoring effectué à cet effet par la mission officielle mixte conduite par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement à Goma et à Bunia, du lundi 11 au mercredi 13 avril 2022, a démontré qu'il y a encore des défis à relever. Pour la ministre de la Justice, ça n'est pas une des trop, car le contexte et les conditions sur terrain exigent que l'état de siège soit une fois de plus maintenu. 348 députés ont voté oui. 5 députés ont voté non et 2 députés ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Emery Okunji, député national, s'est félicité de cet état franchi par les députés nationaux, considérant les enjeux sur le terrain. Traquer les groupes armés n'est pas encore un épisode gagné et le gouvernement, à travers la FRDC, est invité à faire preuve d'efficacité pour que l'état de siège ne soit pas question interminable pour les populations du Nord Kivu et de l'Ituri. Emery Okunji a répondu aux questions de Rosette Zinga. Suivez. Au moment où nous sommes en train de prolonger aujourd'hui, donc, le gouvernement s'est réuni pour ça et la République, à travers l'autorité suprême lui-même, est en train de se pencher sur la question pour que nous ayons un rapport conséquent s'agissant de l'évaluation demandée par l'Assemblée nationale. Et donc, comme on ne peut pas laisser un vide
il faut renouveler l'état de siège pour que nos forces de défense et sécurité fassent leur travail sur terrain. Nous avons jugé utile d'implorer nos collègues de prolonger l'état de siège sans débat pour que nous puissions en débattre lorsque la commission défense et sécurité nous présentera les rapports complets de l'évaluation demandée par la représentation nationale. Et donc, nous n'avions pas voulu faire un travail sans le soubassement. Et donc, pour débattre en connaissance des causes, en âme et conscience, il faut avoir les informations des personnes attitrées. Et donc, nous avons demandé à nos collègues de s'en passer du débat pour aujourd'hui, proroger l'état de siège et attendre les rapports que nous fera notre commission, afin que nous puissions débattre en âme et conscience. Le gouvernement militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Pongba, continue son périple dans les localités de sa juridiction. Il a été récemment dans la collectivité du secteur de Rwenzori, sur cet élément de nos amis de la presse des FARDC. Le gouverneur militaire du Nord Kivu continue avec sa série de descentes sur le terrain dans la partie nord de la province. Le lieutenant-général Constant Ndima, visiblement inlassable, est arrivé à Kasindi Lubiria, une bourgade située à l'extrême est du territoire de Beni et frontalière avec le district de Kasese, en république voisine de l'Ouganda. La visite de l'autorité provinciale dans cette partie de la collectivité secteur de Rwenzori avait pour objectif de donner un nouveau souffle aux opérations de traque contre les ADF, lesquelles opérations se déroulent conjointement entre les FARDC et l'armée ougandaise et UPDF depuis un certain temps. Ayant emprunté l'itinéraire Beniville-Ponce-Mouliki jusqu'à la rivière Lubiria, séparant les deux États voisins, le gouverneur militaire a fait une escale à Boulongo où il a adressé un message d'encouragement et de réconfort aux habitants de cette partie de Beni territoire ayant subi d'énormes préjudices de la part des terroristes ADF. Ses compatriotes qui n'ont besoin que de la paix et sécurité ont reçu l'assurance du commandant des opérations en province quant aux efforts en cours pour éradiquer ce mal. Ce même message a été transmis aux habitants de Kasindi Lubiria qui ont réservé un accueil chaleureux à Constant Ndima Pongba. Nous avons encore beaucoup à faire ici dans le secteur de Rwenzori. Avec les opérations, je crois nos amis UPDF avec les FARDC sont à pied d'œuvre. Mais ici, ça pose encore quelques problèmes. Nous venons voir ensemble avec les commandants secteurs, les coordonnateurs des opérations qui m'entourent, avec nos amis de l'UPDF, pour qu'on aille assez vite pour chercher à donner la paix dans ce milieu, parce que il y a encore beaucoup d'incursions. Et ce qui nous préoccupe davantage. Sur place à Kasindi, les autorités militaires de cette partie de la RDC et celles ougandaises ont eu une séance de travail axée sur les opérations. Cette étape a été suivie par les audiences où les doléances de la population ont été présentées au gouverneur de province. Parmi les couches reçues figurent la FEC, la société civile et les chefs coutumiers. C'est au cours d'une conférence de presse que les avocats conseils du sénateur Augustin Matata Pogno ont relevé les incohérences dans le dossier Boukangalonzo, dans lesquels l'initiateur de SGD serait faussement impliqué. Jean-Pierre Njodji et Pichugizaza pour les détails. La défense du sénateur Augustin Matata Pogno, pilotée par le professeur Nyabirongo Mwenesonga, s'étonne de la dangereuse liberté que prennent certaines instances judiciaires de la République sur la légalité judiciaire. Sur le plan des procédures et même du fond, le dossier imputé à Matata Pogno, alors Premier ministre, notamment sur le fameux 200 millions de dollars relatifs au marché public, ne regorgerait aucun élément probant. 200 millions, je vais en parler. Moi, personnellement, j'ai lu le dossier. Les éléments auxquels j'ai accédé me permettent de dire que je n'ai pas accédé à un élément qui est
établi que Matata a pris 200 millions ou a détourné 200 millions. Surtout précisément quand je rappelle la définition du code pénal à l'article 145 de l'argent entre vos mains qui vous a été confié à une fin précise et dont vous avez changé la destination en vous comportant comme un propriétaire alors que vous n'étiez qu'un dépositaire précaire. La défense du candidat à la présidentielle du parti LGD estime par ailleurs qu'à la lumière des dernières allégations, le dossier Bukanga Lonzo peut être considéré clos car il ne repose sur aucune donne juridique. La prestation du ministère public quant à c'est est chaque jour laborieuse. En substance, le professeur Nyabirungu informait le Premier ministre honoraire Augustin Matata n'était jamais intervenu dans la chaîne des dépenses pour la matérialisation du projet Bukanga Lonzo. Ainsi, il s'avère important de revisiter le projet et l'ensemble de l'intervention pour mettre de la lumière, car se concentrer sur Matata seul serait un sacrifier le bon droit au profit des intérêts politiques. Le professeur Nyabirungu répond aux questions de Jean-Pierre Jogis, les images de Pichu Kizaza. Dans le cas d'espèce, la société qui avait gagné le marché de Bukanga Lonzo, Africom, c'est elle qui est bénéficiaire du paiement. Les paiements sont effectués par le Trésor public après avoir été ordonnés par le ministère des Finances sur présentation des factures de l'entreprise attributaire du marché. Moi, je ne vois pas comment, à quel moment, l'argent destiné à l'attributaire africain peut atterrir entre les mains du Premier ministre. Le Premier ministre en République démocratique du Congo ne fait même pas partie de la chaîne de dépenses. Qui se présente devant les caissiers de l'État? Qui prend les espèces? C'est l'attributaire. L'attributaire ne s'est jamais plaint que l'argent ne lui est jamais arrivé. Bukanga Lonzo a été bloqué à partir du moment où la République démocratique du Congo ne payait pas sa part ou ne payait pas aux échéances. Bukanga Lonzo s'est arrêté. Ce n'est pas que l'argent pour le donner n'est jamais arrivé. Et c'est pour cela que le patron de Africom est venu volontairement d'Afrique du Sud, sans aucun mandat, mais pour venir témoigner dans la procédure. Et en même dit qu'il connaissait Matata sans doute, parce qu'on doit connaître les autorités du pays au neuf, mais il n'avait pas de relation particulière. Donc voilà la situation. Et les atteintes à la probité seraient constituées notamment si l'argent remis entre les mains de Matata avait été détourné par Matata à d'autres fins. Forte de cet avion qu'elle compte mettre en leasing avec la très imminente compagnie Air Congo, la direction générale d'Ethiopian Airlines est d'autant plus déterminée qu'on aurait à faire partie de l'expérience avec le gouvernement congolais dans l'objectif de mettre en place une compagnie aérienne qui répond aux normes et aux standards internationaux, considérant l'importance que représente le marché congolais, aussi bien pour les vols nationaux qu'internationaux. Le directeur général d'Ethiopian Airlines en parle au micro de Jean-Pierre Jogis. Suivi. It is an exciting time for both Ethiopian Airlines and Democratic Republic of Congo. Nous sommes très heureux, évidemment, d'être reçus ce soir par le Premier ministre, chef du gouvernement, afin de pouvoir rassurer le gouvernement congolais de la détermination du groupe Ethiopian Airlines à pouvoir faire le partenariat stratégique, d'autant plus qu'il y a nécessité de pouvoir desservir non seulement le pays au niveau national, aussi dans la région. Et dans notre vision, nous voyons aussi la possibilité de pouvoir utiliser le vol international. Dans l'entretemps, nous remercions infiniment cette opportunité
qui nous a été accordé par le gouvernement congolais à travers le Premier ministre et bien sûr en travaillant en connivence avec le ministère des Transports, Voies des Communications et des Enclavements. Donc nous sommes là pour, démontrer notre engagement ferme à pouvoir mettre sur pied une société aérienne digne de ce nom. Work with Ethiopian Airlines to make this happen. So we are extremely happy. Quelques heures de la compétition électorale pour briguer les fonctions de gouverneur de la province de Sankuru, Norbert Yamayamba mesure l'ampleur du défi à relever et considère que le Sankuru mérite un leadership efficace et déterminé dans l'optique de restaurer la paix et la sécurité en vue de permettre à la province de se concentrer sur son développement. Norbert Yamayamba, candidat gouverneur dans le Sankuru, a été joint au téléphone par Jean-Pierre Jodi. Écoutez, les élections, c'est une compétition. Quand on s'engage dans une compétition, il faut s'entendre à une réussite. C'est toujours le souhait de tout un chacun. Certainement qu'il y a de l'autre côté le perdant. Mais moi, je ne peux pas non plus m'engager à une compétition pour perdre. J'ai le moral très haut et je crois que les députés pourront comprendre le sens dévolu à tout compatriote de faire relancer une province qui est aussi très problématique à cause des dîners des uns des autres. Moi, je suis conscient que les choses vont bien se passer demain. En tout cas, je crois que c'est peut-être ça la raison de ma présence à Lusam. Il y a un petit problème. Le Sankuru a 6 territoires, 39 secteurs plus des chefferies, avec une population d'environ 4 millions d'habitants. Aujourd'hui, on assiste à des conflits, à des violences. Et les violences entraînent des morts d'hommes. Et je crois que le bruit chasse les capitaux. Le premier défi, c'est véritablement de restaurer la paix. La paix, l'unité, la réconciliation et le développement. Parce que le développement, c'est le nouveau nom de la paix. Nous entendons nous engager véritablement pour construire la paix. Deuxièmement, les préoccupations liées aux infrastructures. Les bâtiments administratifs aujourd'hui sont inexistants. Les différents terrains qui sont complètement délabrés. Les infrastructures scolaires, sanitaires sont pratiquement inexistantes, non équipées. Nous attendons véritablement nous engager dans le sens de la remise en scène des infrastructures routières avec le système de cantonnage manuel, etc., étant donné les moyens qui sont très réduits. Restaurer l'administration dans la province du Sankuru est un autre défi qui attend Norbert Yamayamba. Il est conscient cependant, il est convaincu que cette donne est surmontable qu'avec l'implication de toute la population du Sankuru qui a longtemps payé le lot tribut de l'isolement administratif et il est même revenu de la révocation de l'infrastructure que Norbert Yamayamba classe parmi ses priorités. Le candidat gouverneur répond au micro de Jean-Pierre Jodi. Suivez. Oui, c'est tout à fait normal. Moi-même, je suis spécialiste des résolutions pacifiques de conflits. J'avais opté que si je suis élu gouverneur de province, la première chose à faire, c'est de faire une conférence, ce qu'on appelle le forum provincial sur la paix, la réconciliation et le développement. Ce forum devra regrouper les députés nationaux provinciaux, les sénateurs, les agents de l'administration, les administrateurs du territoire, les personnes et les fiches qui peuvent se recruter parmi nos professeurs, nos chercheurs. Il y a également la diaspora, les chefs coutumiers, les différents services de l'État. Donc on va se retrouver dans une conférence pour définir nos forces, définir nos faiblesses et photographier ce qui ne marche pas. Et dire très clairement qu'est-ce que nous faisons pour que nous puissions remettre en question cette situation. Donc je suis confiant que les choses vont aller comme il se doit. Et quand on aura arrêté des résolutions, nous allons déployer les députés dans leur territoire. L'équipe gouvernementale devra
certains, bien entendu, devra m'accompagner dans les différents territoires pour apporter le message du changement, le message de paix, de l'unité et de la réconciliation. Les différentes ONG, les différentes associations confessionnelles, compagnies, et les agents de l'administration devront travailler dans cette perspective de vulgarisation de ces résolutions. Tout cela fera commune. On peut arriver actuellement à pouvoir diminuer davantage cette sorte de guerre ou de conflit intercommunautaire qui a élu domicile, etc. Et cette coutumier devra s'occuper de la question de la spiritualité, nous apporter des solutions aussi spirituelles. Et tous ces éléments en marche, je pense que la sérénité, la tranquillité devra revenir. Voilà. La dynamique John Efambe, structure d'appui au mouvement de libération du Congo, a inauguré ses nouveaux bureaux domiciliés au 40 l'avenue des Inflammables, au quartier Fleuve, dans la commune de la Gombe. Les autorités politiques du mouvement de libération du Congo de la ville-province de Kinshasa avaient répondu présent à cette invitation, dont en tête le président interfédéral, le sénateur Valentin Girengo, qui ont lancé les activités du nouveau siège de la dynamique John Efambe. Suivez cet élément de Véambata. Le sénateur Valentin Girengo a coupé le ruban symbolique à la grande joie des membres de la dite dynamique John Efambe. Occasion pour son initiateur, John, de sensibiliser les populations de ce coin de la capitale sur l'idéologie prônée par le président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, pour le bien-être social des Congolaises et Congolais, ainsi que du développement de la RDC. Comme vous le savez, chose promise, chose faite. On avait promis il y a de cela 2 mois que nous, dans le cadre de notre politique de proximité, nous allons entrer dans le commune, quartiers et rues pour pouvoir inaugurer de comités opérationnels et de sièges. C'est dans ces contextes que nous avons commencé au quartier Fleuve, quartier Gare, en dotant la population de cette partie de la capitale d'un siège en vue de leur permettre de se réunir et d'organiser leurs réunions respectives et prêcher sur l'idéologie et la vision du président national Jean-Pierre Bemba et le mouvement de libération du Congo. Nous militons pour conquérir le pouvoir. Donc, étant donné que le mouvement de libération du Congo est un parti qui respecte le texte et les lois du pays, nous allons nous conformer à tout ce qui sera comme loi électorale pour essayer de conquérir le pouvoir dans cette partie de la capitale. Et nous nous projetons aux préparatifs des prochaines échéances électorales. Il a aussi promis de faire de la prévention et environnement assainir au quartier Fleuve Congo, Sibé Congo, où désormais des adhésions massives se feront dans le cadre du mouvement de libération du Congo, où la sensibilisation et l'implantation restent le cheval de bataille de John Efambe à travers sa dynamique. L'UNPC, section ville de Kinshasa, par l'entremise de son président Jean-Marie Kassamba, estime que le cas Péro-Loire ne rentre pas dans les exemples types pour la quête de la de l'information, des délits de presse. Cependant, il a la responsabilité de rédaction de l'observance des règles éthiques et de déontologie. Le conseil de discipline de l'UNPC travaille pour y voir davantage clair. Jean-Marie Kassamba parle en duplex au micro de Jean-Pierre Suivi. Est une non-observance de l'éthique et de la déontologie professionnelle, d'une part. Et puis d'autre part, le mélange des genres journalistiques, ou ce qui peut se présenter comme tel, ça n'a rien à voir avec notre métier. Et donc, ceux qui me suivent, journalistes ou pas, communicants ou pas, lorsque vous ne respectez pas les b.a.-ba du journalisme, il va vous avoir des sérieux soucis. Et je ne serai pas là pour aller sortir des prisons n'importe qui, c'est lui qui fait n'importe quoi. D'abord, le premier garde-fou, c'est la formation. Si vous êtes bien formé, vous devez savoir que le journaliste collecte, traite et diffuse. Quand on collecte, on ne diffuse pas la radio-trottoir.
ce qu'on appelle l'infox. Si on traite, on doit faire la différence entre la rumeur, les ressentis et l'information. Et puis troisièmement, on ne diffuse pas des histoires comme ça sans traitement. Et donc, les garde-fous, c'est aussi l'éthique et de la déontologie. Les gens n'appliquent même pas ce que dit la loi de la République démocratique du Congo sur l'exercice du métier des journalistes. Les garde-fous, c'est tous les conseils que je donne tous les jours en tant que président. Si les gens écoutent et suivent tout ce que j'ai dit tout le temps, il n'y aurait aucun problème. Il y en a beaucoup qui passent outre dans vos débats, dans ce qu'ils appellent les éditoriaux, ce qu'ils appellent les commentaires libres, et ça donne ce genre de dérive. Il est convoqué officiellement depuis 2 jours au tribunal de peine, il faut qu'il se présente, à défaut son avocat doit se présenter. Et deuxièmement, l'État congolais qui doit garantir non trouble à la République peut aussi se saisir de l'affaire. Mais pour le moment, c'est la commission de discipline de l'UNPC qui s'est déjà saisie de cette affaire. Et puis je peux vous dire qu'il y en a d'autres qui vont arriver derrière. Il faut que les gens se corrigent, ou corrigent leur façon de faire. L'UNPC, je le dis et je le répète, c'est une organisation professionnelle. On ne cautionne pas ce qui fonctionne en marge de la profession, en marge de l'éthique et de déontologie professionnelle. D'autant plus que moi-même, qui suis le président, je donne l'exemple tous les jours. Je vous dis, si vous n'êtes pas sûr de l'information que vous diffusez, mettez au conditionnel. Donc, moi, je ne suis pas là pour absoudre, fermer les yeux sur les dérives qui n'honorent pas la profession. Le mandat amené émis contre le journaliste Pérolouard est diversement commenté par la classe politique congolaise. Du côté de l'Union sacrée, les réactions sont de nature à encourager la justice à sévir face à une délicatesse de Pérolouard, car les imputations dommageables sont punies par l'article 74 du Code pénal. Maître Bazin Pembe, avocat de son État, croit en la responsabilité des instances pour mieux gérer cette question. C'est sous cette brève que nous mettons un terme à cette grande édition. Koupar Bol a été à la caméra, Jean-Pierre Diodi a assumé l'édition, Mike Kamwak à la réalisation, la rediffusion dans les réseaux sociaux, enfin les rediffusions d'abord Kanakine Télévision à minuit, et puis demain vendredi à 7h, toujours sur la même chaîne, la Télé-Vérité, mais l'info continue sur la chaîne de télévision de Kanakine. Allez, moi je vous dis bye bye.